te poses des questions sur comment trouver un travail. Tu te poses des questions sur comment garder un travail. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce 3e épisode du podcast sur les jeunes et l'emploi, C'est possible. Et c'est un podcast qui est fait par les jeunes et pour les jeunes. Je suis Benoît Bousquet, votre présentateur, et je suis accompagné de Valentin Gallo, qui est recruteur chez Upward. Salut Valentin. Salut Benoît. Pour rappel, cette année au Rotarac, nous travaillons sur l'axe économie locale du Rotary. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sandra Fernandez. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors Sandra, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, de ce que tu as fait dans la vie, de ce que tu fais aujourd'hui, de comment tu vois les choses ? Oui, je m'appelle Sandra, je suis responsable du service talent et marque employeur. Et me concernant, j'ai fait des études j'ai fait un bachelor Bac plus 3 relations publiques en Belgique. À la suite de ça, j'ai travaillé dans 2 entreprises, donc plutôt axées sur le recrutement. Ensuite, je suis arrivée en France, où j'ai commencé à travailler dans un cabinet spécialisé, plutôt sur la finance et la RH. À la suite de ça, j'ai décidé de reprendre mes études, puisque effectivement le système français, on va dire, nécessitait que je reprenne mes études, parce que j'avais bien compris que les diplômes c'était important. Donc voilà. Donc j'ai repris mes études pendant 2 ans pour avoir un diplôme de responsable des ressources humaines, donc master validé. J'ai fait 1 année chez Dassault Systèmes et puis ensuite je suis arrivée à la Banque Populaire Val-de-France où ça fait 6 ans. J'ai occupé différents postes de RRH, donc responsable des ressources humaines. Et puis aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, responsable de talent et marque employeur. Du coup, tu nous as parlé d'un programme, Sandra, que tu fais justement pour accompagner en fait des nouveaux collaborateurs qui souhaiteraient intégrer le monde de la banque. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus ? Oui, donc nous en tout cas dans notre secteur on l'appelle le programme BBA, Bachelor Banque Assurance, profil en reconversion. Ça donne la possibilité aux personnes qui souhaitent intégrer la banque sans forcément en fait avoir un diplôme bancaire, de venir nous rejoindre. En fait, l'idée derrière, c'est de se dire on va recruter principalement sur le savoir-être. Un diplôme, c'est bien. Par contre, voilà, nous, on part du principe qu'à partir du moment où on a une bonne tête bien faite, le reste, ça s'apprend. Cette formation, c'est en collaboration avec l'ESB Bank. Donc, une formation, en fait, qui dure pendant 1 an, qui permet à des personnes, par exemple, quelqu'un qui a plutôt fait des études d'esthéticienne, une personne qui a plutôt fait des études de comptable, relations publiques ou autre. À la fin de cette année-là, en fait, il peut avoir un Bac plus 3 bancaire validé. C'est une formation qui est suivie par mes équipes, accompagnée par un tuteur. Et puis, comme je vous l'ai dit, le but, c'est en tout cas pour la personne qui est en face, c'est de bien comprendre le projet, pourquoi il est là. Et à partir du moment où la personne, elle le comprend, il y a pas de raison. D'ailleurs, on a eu un taux de transformation de 70% l'année dernière. C'est une sacrée réussite. C'est beau, hein. Et du coup, tu parles de justement, par exemple, esthéticienne, comptable. C'est quel type de profil globalement, majoritairement, on va dire plutôt qui se présente Et sur quelle tranche d'âge aussi. Et sur quelle tranche d'âge, oui, c'est vrai, parce que du coup, c'est... En fait, alors déjà, il n'y a pas de limite d'âge, mais la dernière promo, ça allait de 24 ans à 53 ans. Après, ils ont tous un point commun, c'est qu'un client, ils savent ce que c'est. Ils ont déjà travaillé face à la clientèle, que ce soit dans des jobs d'été, en alternance ou dans la vie professionnelle. Et puis nous, on va rechercher quelqu'un qui est curieux, qui a envie, un projet bien identifié de sa part, et puis la motivation de rentrer aussi dans le secteur bancaire. Faut avoir envie de rentrer parce dans que le c'est secteur ça, bancaire. du coup, comment ça se passe un peu, parce que Valentin est encore dans le métier, donc du coup, il en saura certainement plus que moi là-dessus, mais quand j'ai fait mes 1 an de recruteur, c'est vrai que
on essayait, on mettait en avant l'aspect soft skill, mais c'était parfois un peu difficile quand même de pas se passer des diplômes, etc. Et du coup, moi j'ai une question qui est peut-être un peu dure, mais comment on arrive à vraiment tout focaliser sur le soft skill quand on a un candidat? Alors, c'est une bonne question. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que le secteur bancaire était quand même très fermé il y a encore quelques années. Il y a encore 3 ans, si tu n'avais pas un bac+2 bancaire validé, déjà, tu rentrais pas en banque. Donc, le tri des CV, hein, vous l'avez vécu de votre côté, mais moi, plus sur le secteur bancaire, ça se faisait rapidement. Et en fait, on s'est rendu compte que, puisqu'on a fait des tests, hein, c'est ça qu'il faut savoir, on a fait des tests en donnant une chance en fait à des personnes ne venant pas forcément du secteur bancaire de démarrer sur un poste de conseiller accueil. Par contre, on s'est rendu compte qu'au niveau de la formation, ça pouvait parfois être limite, souvent en termes d'évolution, et que aussi en fait, et ça c'est une réalité, les managers, les opérationnels ne laissaient pas forcément non plus le temps aux personnes, aux jeunes ou moins jeunes, de monter en compétences. Ce qui fait que on a réfléchi en fait pour créer cette formation. On l'a fait valider par la direction. C'est un sujet qui est aussi porté par la direction. Et pourquoi se baser que sur les soft skills parce que finalement, ce qu'on est, on ne le change pas. Ou en tout cas, on peut s'améliorer. Mais par rapport C'est une intéressante question philosophique, ça. N'est-ce pas? Mais par rapport, en fait, à l'éducation qu'on peut avoir, nos amis, les fréquentations, qui est généralement quelqu'un qui est timide, il restera timide. Par contre, c'est pas pour ça qu'il va pas pouvoir s'exprimer face à un public. Il pourra s'améliorer. Mais les soft skills sont déjà là. Donc, en se basant sur les soft skills, c'est-à-dire quelqu'un qui est curieux, qui est avenant, on peut voir qui n'a pas peur en fait face à la clientèle, c'est déjà un acquis très important. Et après, la partie un peu plus savoir-faire sur les normes bancaires, les codes, à partir du moment où on a une bonne tête bien faite et on a envie, et ça s'apprend. C'est limite finalement un savoir-faire en fait, même le côté le côté commercial si on continue sur la philosophie. Ça c'était parce que c'était traître ça. Parce que finalement en fait de ce que je comprends, c'est vraiment quelque chose en fait, toute personne en fait qui est en contact avec le client, qui sait faire ça finalement, peut rentrer en fait dans ce programme-là. Donc il y a vraiment ce côté en fait justement relation client, un peu fibre commerciale. Oui. Qui rentre là-dedans. Oui. En tout cas, il peut tenter sa chance. Après, mais déjà, je trouve que c'est un grand pas. On laisse la chance. Oui, tout à fait. Avant, un nouveau bac+2 validé, bancaire. Enfin, sincèrement, on regardait même pas le CV. Aujourd'hui, on regarde les expériences. Et puis après, on fait. Il y a un entretien face à face. Il y a des entretiens avec des opérationnels. Il y a un inventaire de personnalité. On fait en sorte de vraiment connaître la personne et de bien lui expliquer le métier aussi. Alors, juste, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours parce que, si j'ai bien compris, donc tu as travaillé en Belgique un petit peu et ensuite tu es venu en France et tu as repris des études en France et retravaillé ensuite en France. Et du coup, moi, j'ai vraiment une question parce que je connais pas du tout comment ça se passe en Belgique. Quelle différence tu as vu justement par rapport à ce rapport au diplôme, par rapport à ce rapport aux qualifications, au savoir-faire, etc. C'est une très bonne question. Et c'est à ce moment-là où tous les jeunes vont partir en Belgique. C'est différent. Déjà, en Belgique, effectivement, j'ai travaillé quand même quelques années. On était déjà beaucoup plus sur le savoir-être. C'est-à-dire, on a un diplôme, un bac+3 validé. Par contre, à partir du moment où on démontre que on est bon sur le métier exercé, on peut devenir manager, on peut évoluer et même si en dessous vous avez des masters. Enfin moi ça a été le cas. La philosophie, c'est vrai qu'elle est je dirais quand même un peu différente. Moi quand je suis arrivée en France, ce qui m'avait un peu alors, c'est pas du tout démuni parce que, par contre, à contrario, juste une aparté, à contrario, vous avez quelque chose que la Belgique n'a pas, vous avez le système d'alternance.
Donc quelqu'un qui n'est pas fait pour faire un master pur et dur, rester sur les bancs à écouter un professeur, ce qui était mon cas, s'arrête à un bac plus 3 validé. Alors que l'alternance, ça permet d'allier les deux, c'est-à-dire la partie théorique avec finalement la pratique. Et ça, je pense, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner parce que le but aussi du podcast, c'est de donner des conseils à des jeunes qui rentrent ou qui viennent d'entrer sur le marché du travail. Vraiment, l'alternance, c'est un programme qui a été facilité ces dernières années et qui est vraiment absolument génial pour faire sa première entrée, même si parfois c'est difficile parce que forcément une entreprise va pas forcément avoir très envie de recruter, même avec le réseau que peut avoir une école, etc. Mais ceci dit, c'est vraiment une des meilleures solutions de se faire à la fois une expérience professionnelle et d'avoir un diplôme. Donc, foncez là-dessus si vous pouvez, quoi. Ouais, clairement. Allez-y. Et puis, en plus, ça se développe de plus en plus. Nous, on recrute une centaine d'apprentis chaque année. Et beaucoup de structures le font. Hein. Et d'autant plus que l'alternance, ça permet vraiment, en fait, peu importe d'où on part, en fait, finalement, d'arriver quand même à avoir une vraie expérience professionnelle. Typiquement, là, le programme finalement que tu présentes, ça le met vraiment en lumière parce que on peut en fait finalement avoir, j'imagine du coup même juste le bac ou quelque chose comme ça, et se dire, voilà, moi j'ai une petite expérience quand même finalement que j'ai fait en tant que avec la clientèle, et du coup je vais me lancer en fait sur un nouveau métier et je vais l'apprendre en alternance. Je vais continuer à gagner un salaire. Et c'est hyper important parce que faire des études des fois ça peut coûter cher aussi, et surtout pour les jeunes bien sûr. C'est quand même un vrai atout. Et moi du coup c'est un peu plus pour avoir ton avis là-dessus, mais ce programme est vraiment, enfin c'est vraiment intéressant parce que moi j'ai l'impression en fait qu'on est vraiment dans une époque où on nous parle beaucoup de soft skills. C'est à un moment donné on a créé le mot, on s'est dit voilà, les soft skills c'est très important, c'est ce qu'il faut mettre en avant, mais c'est vrai que paradoxalement, et moi je le constate finalement en faisant du recrutement, j'ai l'impression que au moment où on a créé ce mot, on fait de moins en moins appel aux soft skills et on se dit parce que typiquement avant on pouvait trouver un travail finalement même si on n'avait pas forcément d'études. Aujourd'hui tout le monde a une formation, tout le monde a des études, et c'est beaucoup plus difficile qu'avant finalement de trouver quelque chose quand on n'a pas fait d'études. En fait, oui et non, ça dépend ce que tu as envie de faire. Après, la France est un pays qui a toujours été très porté sur les diplômes. Enfin, même quand j'étais en Belgique, mais complètement. La France. Ça, c'est dans le cadre français, mais effectivement, ouais. Avec les grandes écoles de commerce universitaires. Enfin, ça, je l'ai appris un peu plus en arrivant. Par contre, tu vois, quelqu'un qui n'a pas forcément de diplôme, faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas forcément de diplôme. Et puis lui, que ce soit pour le jeune ou le moins jeune, c'est se dire mais demain j'ai envie de faire quoi et j'ai envie d'aller vers quel métier. T'as encore des métiers aujourd'hui, ça nécessite pas de diplôme. Alors ce sont peut-être plus des métiers manuels, mais en fait ça va dépendre de ce que le jeune a envie et le projet qu'il a travaillé. Et tu vois, moi je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Les jeunes, ils ont besoin de ça. C'est d'être mieux orientés sur finalement ce qu'ils souhaitent faire et qu'on leur explique bien toutes les possibilités et toutes les aides qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que ce programme, comment tu communiques dessus aujourd'hui ? Est-ce que c'est par les réseaux ? Est-ce que tu vas dans les écoles, justement, peut-être aussi pour en parler ? Parce que c'est comme ça aussi que peut-être que les jeunes peuvent se rendre compte. Alors, on va dans les écoles, dans des forums. Aujourd'hui, je suis ici, hein, donc voilà. Merci beaucoup, les garçons. On communique. On a fait 3 vidéos sur ces profils en reconversion et notre équipe com a pu les publier, sur LinkedIn, Instagram, même Facebook, hein, pour les plus anciens. On n'a pas encore osé, on n'a pas encore été sur TikTok, pas encore. On n'est pas prêt. La banque n'est pas prête. La banque. Ça viendra forcément. Un jour peut-être, mais là, elle n'est pas prête. Ok.
Et du coup, voilà. Alors, moi, par exemple, typiquement, qui suis nul en maths, mais qui, par contre, et finalement est consultant en recrutement aujourd'hui. Et du coup, je travaille avec pas mal de clients. Du coup, éventuellement, je pourrais postuler. Ça se passe comment à partir de ce moment-là? Du coup, comment se passe le process? Est-ce qu'il y a des tests particuliers? Est-ce qu'il y a des mises en situation? Comment? Bah là, on est en plein dedans pour notre deuxième promo. Donc, tu postules à notre annonce qui est assez détaillée. On met bien profil en reconversion, diplôme, enfin voilà tous les attendus. Si déjà ton CV correspond à ce que nous aussi on recherche, donc ce que je t'ai dit avec cette relation client, on t'appelle pour voir un petit peu comment tu t'exprimes. Moi, j'aime bien toujours regarder si déjà tu te souviens de l'annonce. Parce que c'est important de savoir où on postule. Donc je dis, vous vous souvenez l'annonce où c'est quand même écrit profil en reconversion. Bon, généralement, ils s'en souviennent, donc ça va. C'est déjà un bon point. Quand on se souvient pas, je me dis, ça, il démarre mal. Je vais laisser quand même un petit peu sa chance. Il a vu une annonce, il a cliqué, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut savoir, nous, on reçoit plein de CV. Enfin, une annonce, là, j'étais à plus de 350 CV. Oui. Donc, ça nous demande aussi du temps et de l'énergie. Mais généralement, un appel, je regarde, comment est-ce que tu t'exprimes, pourquoi est-ce que tu as postulé, le secteur bancaire, qu'est-ce qui t'intéresse. Moi, je te parle du métier. Et si à ce moment-là, déjà, ça correspond, je me dis, il y a un truc, je fais venir la personne en entretien. Et à ce moment-là, on va un peu plus loin. La personne reçoit un inventaire de personnalité, puisque on va les regarder. Un inventaire de personnalité. Ouais, on appelle ça un inventaire de personnalité. Je connaissais les tests, mais les inventaires. Mais justement, c'est un test de personnalité, mais moi, j'aime pas ce mot-là. Un test, c'est plus quand on avait nos examens. Enfin, voilà, on avait des tests à passer, on avait une note derrière. Là, il n'y a pas de note. C'est un inventaire de personnalité. En fait, ça permet juste de. C'est avec quel programme? C'est Assess First. Assess First. C'est Assess First. Okay. Moi, que j'aime beaucoup. Donc, généralement, en plus, le candidat, il a quelques pages. Nous, derrière, on a 15. On a 15 pages. Mais ce n'est pas pour dire au candidat, regarde, alors ça, ce sont tes 3 qualités, ça, ce sont tes 3 défauts. Bon, dis-moi dessous comment on fait. Parce que quand on est candidat, on ne sait jamais sur ce genre de test où est-ce qu'on doit cliquer pour correspondre exactement à ce qu'il faut. Moi, je fais pas ça, mais moi, j'en ai eu à passer des comme ça des fois. Et bon, j'ai répondu de manière des fois un peu aléatoire et c'était assez surprenant. Ça donne l'occasion de bien rigoler avec la recruteuse après. Après, le test, tu vois, Assess First, c'est vraiment, ça permet de. Après, c'est fouillé. C'est un moment d'échange. Assess First, c'est un vrai test. Alors oui, c'est un vrai inventaire de personnalité. C'est un inventaire. On retiendra ça. Mais ça permet vraiment en fait d'échanger avec le candidat et puis après, bien sûr, sur certains points, je vais titiller, mais c'est plus qu'il puisse me donner en fait des situations. Donc, tiens, je note, je vois effectivement une grande curiosité. À quel moment vous avez des exemples? À quel moment vous avez peut-être été curieux? Je vous donne. Ça doit être intéressant les réponses. Alors des fois on est surpris quand même. Ou alors quelqu'un va dire oui, on voit un esprit d'équipe assez important. Et moi j'aime bien regarder les hobbies dans les CV. Je dis c'est bizarre, pourtant vous avez fait que des sports individuels. C'est ballot ça. Oui, mais par contre, la manière dont le candidat répond et rebondit, en fait, c'est ça que je vais regarder. En réalité, cette question, c'était pas un piège, c'était voir si qu'est-ce que je fais, je vais répondre quoi, mince, mais si, enfin oui, mais ou si juste il va dire, oui, effectivement, parce que j'aime bien aussi me dépasser, mais derrière un sport individuel, il y a toujours une équipe derrière. Vous voyez, et c'est ça, en fait. C'est là où on va chercher la personnalité. La prochaine fois que je chercherai un boulot, il faudra que je travaille là-dessus, quand même. Donc, cet inventaire de personnalité, c'est surtout, ça permet un vrai échange. Ok. Donc, Assess First, et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme... Ensuite, il y a un entretien avec un opérationnel. Donc, généralement, le directeur d'agence qui potentiellement peut accueillir l'apprenant, puisque pour moi, c'est important en fait qu'il y ait le feeling. Entre les deux. C'est un investissement pour le manager et puis c'est un investissement aussi pour la personne qui fait le choix aussi de nous rejoindre. Donc il faut savoir, nous on sensibilise beaucoup en amont aussi tous les managers. Il y a une réunion, on leur envoie un guide de tuteur et de leur dire il faut aussi pouvoir les accompagner et surtout leur laisser le temps.
Oui. Ouais. C'est un apprentissage, faut pas l'oublier. Oui, voilà, tout à fait. Et puis après, on valide ou non. Et du coup, concrètement, après, le quotidien, peut-être un petit peu de cet alternant, si t'as une visibilité là-dessus, Oui. c'est vraiment, il rentre vraiment dans le métier, directement, il fait les mêmes choses ou En douceur, en douceur, quand même. j'imagine, mais progressivement ou... Très, très progressivement, très progressivement. Parce on fait toujours attention. Hein. On a de super managers, mais parfois, voilà, il leur laisse passe peut-être pas assez le temps. C'est pour ça qu'il y a vraiment une équipe. Donc il y a mon équipe qui est dédiée. Donc là, j'ai Camille et Jules, ils sont super. C'est nous dans la phase en fait pour devenir conseiller clientèle particulier, il y a plusieurs phases. La première, ils sont 3 mois à l'accueil. Parce qu'en fait, il faut comprendre déjà le métier de base, il faut comprendre notre jargon. Voilà, moi, ça fait 6 ans que je suis à la banque et encore des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte Suis-je vers complément, je suis à la RH. Surtout quand je me déplace dans les agences, avec leurs acronymes et plein d'autres choses à côté. Donc déjà, pendant 3 mois, ils sont dans la phase d'apprentissage, mais de l'accueil. Ensuite, ils sont pendant 4 mois avec un conseiller clientèle particulier, plus en phase d'observation. Après, ils commencent bien évidemment déjà à répondre à la demande du client. Ils sont amenés à faire des virements, à prendre le téléphone. Enfin voilà, ça commence ils rentrent dans le concret. Et puis les derniers mois, ils sont en capacité de faire des rendez-vous tout seuls, basiques. Hein, je vous rassure, si jamais il y a des clients de la Banque Populaire. Mais en tout cas, ils ont des rendez-vous tout seuls. Par exemple, pour une ouverture de compte, pour ouvrir, enfin avoir un livret A ou autre. Après, de toute façon, ça c'est des procédures qui sont codifiées, donc c'est tout à fait accessible. Oui, alors oui, on le rend accessible, bien sûr, et puis il y a des contrôles derrière quand même. Hein. Ouais. La banque, c'est très normé. Touche à l'argent des gens quand même. On va quand même faire attention. Faire attention. Et puis à la fin, on détermine effectivement si la personne elle est en capacité de prendre demain un poste de conseiller clientèle particulier ou non. Et à savoir que notre équipe, mon équipe, en fait, on se déplace. À 1 mois, on appelle l'apprenti pour dire comment est-ce que tu te sens, ça va, bonne intégration. Dis-le-moi si je dois appeler le manager pour lui dire qu'il n'était pas là pour t'accueillir. À 3 mois, on se déplace. En fait, on fait une visite agence. Donc, on va dans les agences et on passe quelques heures avec eux pour voir comment est-ce qu'ils se sentent. À 6 mois, on les appelle à nouveau et on fait un peu une tripartie, en fait, manager, apprenti et puis nous, pour voir son évolution. Et à 9 mois, en fait, pour certains, on leur fait déjà une proposition pour rester chez nous en CDI. Et pour les autres, c'est juste que parfois, on a encore un petit doute et on préfère attendre les 1 an. Parce que potentiellement, une fois qu'il va être sélectionné, qu'il va aller jusqu'au bout du processus, il va rester sur un poste de conseiller pendant combien de temps à peu près avant de pouvoir évoluer ? 3 ans. 3 ans, et puis après, il peut prétendre à un poste de conseiller clientèle privé, conseiller clientèle professionnel. Et pareil, ils ont à nouveau une formation, un bachelor, on appelle le bachelor pro ou le bachelor privé, parce que malgré tout, ce sont 2 métiers différents. Mais il y a cette possibilité-là. Après, ils peuvent même être directeurs d'agence. Ils peuvent aller vers des métiers spécialisés. Enfin, le monde bancaire offre plein de possibilités concernant les évolutions. Et 15 ans ou 20 ans plus tard, ils peuvent même être à la RH, à l'audit. Le Graal. Allez, voilà, le Graal. Voilà, ouais. Il y a qui suit, je peux le dire. Encore peut-être une dernière question, Valentin, et puis on clôture ou... Ouais, peut-être justement, là, tu as parlé rapidement un peu des perspectives après d'évolution, peut-être pour donner un peu plus de visibilité sur ces perspectives. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? On entre en banque, on est conseiller clientèle, et puis après on peut aller jusqu'à où? DG. DG. DG, pourquoi pas. Enfin, des membres du CODIR sont passés par le réseau. Ouais. Et quand tu es directeur général, généralement, tu passes par le réseau. Et puis après, dans le cours de ta vie, effectivement, tu repasses des diplômes, parce qu'on va pas se mentir, pour avoir ces postes-là, il faut aussi avoir certains diplômes. Mais ils sont tous, majoritairement, ils sont passés par le réseau. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça la richesse du monde bancaire, c'est qu'il y a énormément d'évolutions en interne. Par contre, on va pas se mentir. 1, on démarre du bas. 2, on fait ses preuves.
Donc ça demande quoi ? Ça demande aussi des sacrifices. Eh bien oui, parfois peut-être il faudra terminer un petit peu plus tard. Parfois parce que y a le dossier, il n'est pas terminé. Bon on y va en fait, on se donne à fond. Et puis sincèrement, quand on a envie, quand on est bon dans ce qu'on fait, il y a pas de raison. L'évolution, elle est là. J'ai vu plein de personnes évoluer, en tout cas dans le secteur bancaire. Maintenant, il faut avoir envie, se montrer, et puis il faut bosser. Hein. C'est important, ça. Ok. Est-ce que... Alors, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on est vraiment juste en termes de temps. Mais est-ce que tu aurais, à part le fait de travailler, parce que je pense que le message est passé, mais est-ce que tu aurais peut-être un dernier petit conseil que tu voudrais donner à des jeunes qui seraient intéressés par le secteur bancaire, comment ils pourraient faire, de ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Déjà, oser postuler, et parfois c'est pas grave, hein, on peut postuler 1 fois, 2 fois, 3 fois, réponse négative, et puis un jour la 4e, c'est une réponse positive. En tout cas, le recruteur vous appelle, venez nous chercher dans les forums. Sincèrement, on est dans les forums de l'emploi, que ce soit le secteur bancaire, mais d'autres entreprises aussi. Et puis j'ai envie de dire, soyez un peu innovants. Les difficultés qu'on peut avoir dans le marché de l'emploi quand on est jeune. Enfin, franchement, il y a 10 ans, je l'avais aussi. Mais c'est de sortir un petit peu du cadre. Surprenez aussi les entreprises et les recruteurs. J'ai vu il y a pas longtemps, c'est une vidéo LinkedIn d'une jeune femme elle a dit plutôt qu'un CV, elle a fait une vidéo. Moi, j'ai adoré. J'avais pas de poste pour elle, c'est vrai, sur le moment, mais elle a eu je sais pas combien de commentaires, et je crois qu'aujourd'hui elle est en poste. Mais elle a fait un truc hyper original. J'ai adoré. Enfin voilà, pareil sur les CV, pareil sur les lettres de motivation. En gros, le conseil, c'est apprenez des compétences en montage vidéo pour pouvoir. C'est une des premières compétences. Une des premières. Une des premières compétences. Voilà. C'est vrai non, mais osez, allez-y. C'est important, parce que c'est vrai que, enfin, même moi dans le métier, je vois bien. C'est quand il y a une candidature qui est un petit peu différente, forcément ça interpelle. Et ça donne envie d'en savoir un petit peu plus, quoi. On la regarde, ou même un CV qui casse les codes, en fait. Ouais. Et en fait, on va s'attarder sur le CV, on va se dire, tiens, donc intéressant, j'ai envie d'aller creuser, j'ai envie d'aller voir. C'est comme une bande d'annonce, hein. Le vôtre, d'ailleurs, c'est un conseil. Le CV, moi, je compare souvent ça à une bande d'annonce. La bande d'annonce, avant d'aller voir un film, on est d'accord. Si la bande d'annonce, elle est nulle, on n'y va pas. On se dit, Par contre, si elle donne envie, juste en 1 minute 50, elle donne envie, généralement, on a plus tendance à se dire, j'ai envie d'aller le voir. Même si après, on se rend compte qu'en fait, le meilleur était dans la minute 50. Et là, on est triste. Mais au moins, hop, on a été. Hein, le CV, c'est pareil. C'est donner envie au-delà de cliquer dessus, c'est qu'on aille plus loin, en fait, et qu'on aille effectivement appeler la personne. Bon, en tout cas, franchement, c'était super intéressant comme échange. Je pense que moi-même, j'ai pas mal appris. C'était vraiment intéressant. Sur la vidéo. Sur la vidéo, franchement, je m'y attendais pas, mais... T'as pas retenu que ça, j'espère. Je vais avoir que ça maintenant. Je me suis focus là-dessus. Je vais avoir que des vidéos. ça va être difficile. En tout cas, merci beaucoup Sandra, et puis merci Valentin. Non, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On enchaîne avec notre invité pour le regard croisé, qui est Salina et qui est membre de notre club. Salut Salina. Salut Salina. Salut. Et du coup Salina, en fait on t'a invité ce soir parce que on avait un peu discuté avec toi, évidemment, vu qu'on est dans le même club, et en fait on avait trouvé super intéressant de voir un petit peu, de comparer un petit peu ton parcours, où tu as fait une reconversion professionnelle, et puis ce qu'on discutait un peu juste avant avec Sandra. Et du coup, est-ce que toi, tu peux te présenter un peu, nous dire un peu qui tu es, et puis comment toi, tu as commencé les études supérieures, comment les questionnements que tu as eus, comment ça s'est passé. On va essayer de rebondir sur tout ça, et puis avoir une discussion. Très bien. Alors, je suis Salina. Bonjour Salina. Et, auparavant, j'étais pâtissière et j'ai fait une reconversion dans l'immobilier. Donc actuellement, là, je suis à ma dernière année de master et je suis en alternance avec la société Windsor Promotion. Et du coup, comment t'as commencé? Enfin, je veux dire, quand t'as fini ton lycée, t'es parti sur quoi comme études? Alors au tout début, parce que j'ai fait pas mal de choses, en vrai, je me rends compte. J'essayais de me découvrir un petit peu professionnellement parlant, parce que je voulais vraiment trouver quelque chose qui me plaise, avant tout. Et je pense que j'ai bien fait. Alors après le bac, j'ai eu un bac littéraire. Après mon baccalauréat, j'ai fait une bi-licence de langue, donc en anglais et en hindi à l'INALCO. Puis, en anglais et en hindi.
la langue indienne. Voilà. Et après cette bilicence, cette bilicence, c'était pour devenir traductrice-interprète. D'accord. Puis après cette licence, j'ai bien réfléchi. Tu voulais travailler dans quoi, à l'ONU Exactement. Ah ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. T'as fait juste. J'avais beaucoup d'ambition. Et il s'avère que je me suis rendu compte que, alors, je suis une personne qui est très curieuse, qui adore découvrir, mais par contre, les langues, c'était pas quelque chose. Enfin, je me voyais pas en faire mon métier en tout cas. C'était un plaisir plus qu'autre chose. C'était plus un plaisir, exactement, une passion que d'en travailler. Donc j'ai quand même je réfléchissais un petit peu. Je suis partie au bout de la licence parce que ça reste quand même bien par sécurité, je pense. C'était bien de terminer cette licence quand même. Licence, voilà, comme ça au moins j'étais tranquille. Et après cette bilicence, j'étais quand même un peu. J'étais égarée un peu quand même au niveau professionnel parce que je ne savais toujours pas quoi faire. Donc j'ai commencé quand j'étais en bilicence, je faisais un job étudiant dans l'hôtessariat. Puis j'avais repris ce job, mais en CDI. À temps plein. Le temps d'attendre de vraiment trouver ce que je voulais. Puis un jour, une amie qui est cuisinière, qui travaille dans la restauration, m'avait proposé un poste de pâtissière parce que comme elle voyait que je savais pas ce que je voulais faire, elle m'a dit essaye, tente, et si ça ne te plaît pas, c'est pas grave, tu t'essayes autre chose. Et donc je suis arrivée pour la première fois au labo. Sans diplôme, sans rien. Alors le labo, du coup, c'est comme ça qu'on appelle. Parce que c'est un terme. On dit un laboratoire. Exactement. On dit laboratoire. Excusez-moi. Et arrivé dans ce laboratoire, donc j'ai commencé sans diplôme, comme je l'ai dit. Et puis au final, je suis restée 3 ans. Et il s'avère qu'au bout de la première année de pâtisserie, moi, je pensais que j'allais faire que 3 mois dans la pâtisserie. Puis au final, au bout d'un an, mon chef pâtissier m'a proposé, parce que lui s'en allait, donc on m'a proposé en fait de reprendre son poste. Et donc là, il me fallait absolument un diplôme quand même, un CAP, pour pouvoir valider, pour pouvoir avoir pour justifier de ce poste, on va dire entre guillemets. Et donc j'ai fait un CAP en pâtisserie d'1 an, et ensuite je suis repartie en laboratoire. Et déjà j'avais continué en fait avec le CAP d'1 an. Il était comment ça s'est passé? T'étais avec quel cursus? T'étais avec une université? T'étais avec une école? Alors j'étais avec un CFA, une école. Et tu l'as fait en alternance, du coup, tu t'es retourné en alternance quand c'est passé comment? Du coup, alors, j'ai fait de l'alternance, exactement, puisque au final, c'est assez délicat quand on commence à travailler, qu'on a une bonne rémunération, et puis d'un seul coup, ne plus avoir de rémunération, c'est assez délicat. Ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pas une question de motivation, etc. C'est un principe de vie. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Et donc, j'étais obligée de le faire en alternance. Et du coup, le travail où j'étais m'a proposé de me payer le diplôme, etc. Et c'était très bien parce qu'après ce diplôme, j'ai continué avec eux et il n'y avait pas non plus pas trop de questionnement non plus là-dessus. En fait, logique. ils ont un peu misé long terme avec toi, quoi. En fait, ils se sont dit, ça va elle va suivre des études, mais en même temps, d'un autre côté, ils avaient besoin d'un chef, donc du coup, effectivement, Exactement. Et puis, au bout de ces 3 ans-là, la Covid est arrivée. Donc, je me suis retrouvée au chômage partiel, comme la plupart des gens dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et puis quelques mois plus tard, j'ai été licenciée. Au final, donc j'ai dû. Parce que, tu vois, ça c'est intéressant, c'est que en fait, je pense que on parle beaucoup du fait qu'il y a des gens qui ont réfléchi et tout pendant cette période parce qu'ils étaient isolés, etc. Mais aussi des gens qui n'ont pas eu le choix de réfléchir en fait, parce qu'en fait concrètement, ils ont juste perdu leur job en fait, donc il fallait bien trouver une manière de se renouveler et tout. Exactement. C'est un peu ce que tu as vécu aussi du coup. Voilà. Et t'avais pas envie du coup de dire je vais attendre un peu que cette période se calme, peut-être trouver quelque chose en attendant, parce qu'il faut bien vivre, mais et de retourner à la pâtisserie après? Non, c'était pas... Sincèrement, comme je savais que la pâtisserie, enfin la restauration n'était pas non plus un domaine dans lequel j'allais vraiment m'étendre, je me suis dit, comme il y a la passion, Covid, et comme tu vas rester, Salina, pendant presque 1 an à rien faire, peut-être trouver vraiment une formation qui te plaise, etc. Puis j'ai commencé à rechercher, j'ai commencé à faire mes recherches sur vraiment le domaine qui pourrait me plaire. Et je me suis rendu compte que déjà j'avais fait de la pâtisserie, avant ça j'avais fait de l'hôtessariat, et avant ça je travaillais, c'était un stage, mais je faisais des jobs étudiants comme du babysitting, etc. ou du commerce.
mais des choses lambda, hein, c'est des choses que vraiment ça vous apporte pas non plus de grandes compétences, pardon. C'est plutôt des petites connaissances simples. C'est des jobs alimentaires. Voilà, exactement. Et c'est des petites choses comme ça qui m'ont permis justement d'avoir de plus en plus de connaissances, de savoir-être, de savoir-faire. Peut-être de confiance aussi un peu dans tes capacités quand il s'agit de discuter avec les gens, négocier des trucs et tout. Exactement. À l'heure actuelle, voilà, c'est vrai que ça me sert énormément. Après, du coup, tu t'es dit, je vais chercher un job en fait où je peux justement peut-être mettre en valeur ces compétences, un peu justement où je vais discuter, échanger, entre guillemets un peu commercial. Exactement. Donc au début, quand j'ai fait mes recherches, pour la porte d'entrée la plus simple dans l'immobilier, en tout cas, ça reste la transaction, donc tout ce qui est commercial. Donc comme je me suis retrouvée au chômage partiel, donc j'ai fini avec France Travail. C'est le nouveau nom de Pôle emploi. Qui était Pôle emploi à ce moment-là. Qui était Pôle emploi. Voilà, qui était Pôle emploi. Et dès la première année, parce que on a un conseiller quand on arrive chez France Emploi. France Travail. Toujours. T'inquiète. Et je lui ai expliqué mon parcours, et puis je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Donc, je voulais changer et peut-être faire de l'immobilier. Et elle m'a dit, ça tombe bien, on a une formation de 8 mois. C'est un BTS équivalent 1 an, entre guillemets, mais elle dure 8 mois au total, avec 4 mois de pratique et 4 mois de méthode, de technique. Donc, et ensuite 4 mois de pratique avec un stage. Et le stage, je l'ai fait avec l'agence de transactions Succim, qui est basée sur Paris, dans le 10e et le 11e plus particulièrement. Donc, du coup, c'est la personne de France Travail qui t'a accompagné, qui t'a trouvé le stage, ou t'as passé différents entretiens et puis t'es tombé sur le truc qui te... Le stage, c'était moi, c'était de mon côté. Par contre, la personne de France Travail t'a donné la formation, l'idée de la formation, c'est ça? Non, parce que moi j'avais déjà l'idée. C'est juste qu'elle m'a plus mis en contact avec l'établissement qui faisait la formation. C'était plutôt ça. D'accord, donc en fait elle t'a mis en contact, elle t'a fait une mise en relation avec l'établissement qui proposait la formation, et toi de ton côté t'as été chercher un stage Exactement. Pour pouvoir matcher avec ça. Après, sincèrement, j'ai de la motivation, donc forcément, je l'ai fait toute seule. Mais c'est vrai que quand une personne n'a pas vraiment la motivation, effectivement, je pense que la conseillère ou le conseiller viendra t'aider. C'est vrai que moi, mon stage, j'ai fait des recherches de stage. Au bout de deux semaines, j'ai eu mon stage. J'étais vraiment déterminée. C'est pas pareil. T'as tryhard un peu. Exactement. Et après ce BTS, donc j'ai continué donc une licence professionnelle, vu qu'au final le BTS c'était une équivalence, cette formation était une équivalence de BTS. Ça m'a permis de rentrer directement en licence professionnelle. D'accord. Donc du coup t'es passé directement en fait en licence 3 après une équivalence en fait de 1 an de BTS. C'est ça. Ouais. Donc là, c'est vraiment la preuve en fait que t'as fait en 2 ans, t'as fait 3 ans. Ouais, en fait même pas 2 ans, t'as fait 3 ans. Exactement. Ouais, d'accord. Donc en fait t'as bien réduit le temps, et ça fait un peu écho justement à ce que nous racontait Sandra tout à l'heure, justement sur le programme que propose la Banque Populaire, parce que c'est ce type d'études en fait qui permettent d'obtenir des jobs qui nécessitent normalement d'avoir un bac plus 3, un bac plus 5, où c'est des études quand même longues, et en fait il y a des techniques, il y a des méthodes pour abréger et quand même parvenir en fait à avoir ce diplôme. Ouais. C'est vrai, je trouve que c'est même important de faire ce genre de programme, puisqu'au final, ça permet c'est un gain-temps pour les gens qui sont en reconversion, parce que c'est vrai que déjà, j'avais déjà fait 3-4 ans d'études, je me voyais pas refaire encore 5 ans d'études, 6 ans d'études, ça allait être compliqué. Et puis, il faut dire un truc, c'est que honnêtement, quand on a 18 ans et qu'on arrive à l'université ou en école, etc., on n'est pas forcément tous au clair sur, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour son plan de carrière et tout. Après, je pense qu'il faut aussi se détendre sur un point, c'est que parfois, on peut se mettre beaucoup la pression, ou on peut recevoir beaucoup de pression sur ce qu'on va devoir faire comme choix professionnel et tout ça, mais le truc c'est que même si évidemment c'est mieux d'avoir un parcours assez clair, etc., c'est plus rassurant pour un recruteur et tout ça, reste que il y a un côté assez où la vie professionnelle, ça peut être beaucoup de métiers en 20 ans de carrière, et on n'est pas obligé de rester toujours dans le même secteur, et tu vois, Salina en est la preuve. Effectivement. Et du coup, en fait, il faut aussi calmer un peu l'angoisse là-dessus, parce que en fait, et on fait pas rien. Enfin, moi en tant que recruteur, je vois bien en fait, quand peu importe ce qu'on va faire, on va faire quelque chose quand même en général. Et derrière, il y a des compétences. Typiquement, c'est un peu ce que nous disait Sandra tout à l'heure. On est, je sais pas moi, on est coiffeur par exemple, parce que on s'est dit tiens, je vais prendre un petit job dans la coiffure, j'ai envie de faire ça. Et puis à un moment donné, on se dit j'aimerais bien un peu faire autre chose. Et du coup, faut faire quoi? Faut que je reparte de zéro. Et en fait,
Bah non, parce que t'as quand même gagné de l'expérience. T'as gagné de l'expérience sur la relation client notamment. Et derrière, qu'est-ce que je peux faire moi avec la relation client? Bah typiquement, par exemple, ça peut être la banque populaire, le programme, ça peut être aller vers l'immobilier. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles après une fois qu'on a fait quelque chose. On peut capitaliser toujours. C'est ça. Du coup, pour revenir un peu sur tes études, donc on a été jusqu'à les licences pro, et du coup, t'as fait ta licence pro, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, j'ai intégré un master dans la promotion immobilière. T'as pas voulu t'arrêter à la licence pro? Alors, j'aurais pu, mais c'est vrai que mon but final, c'était vraiment de finir dans la promotion immobilière, de finir vraiment promoteur. Il faut un master, du coup. Il faut vraiment le master, parce que la promotion immobilière, c'est de l'achat, de la construction et de la revente. Donc, il y a plusieurs, du coup, des compétences et plusieurs compétences à mettre en place. Donc, c'est vraiment important aussi, dans le domaine de la promotion immobilière, d'avoir un master. Maintenant, c'est vrai que, comme Sandra l'a dit, c'est vrai que c'est le programme qui a été mis en place par Banque Populaire, ça permet justement de mettre, comment dire, de faire en sorte de savoir ce que les gens aiment plus rapidement aussi. Parce que c'est important, comme je l'ai dit, d'être épanoui dans son travail. Et c'est vraiment important comme ça. Vous faites le choix rapidement. En un an, c'est fait. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Et puis si ça vous plaît, vous restez, vous continuez dans le domaine et vous apprendissez. Tu as pu tâter le terrain, tu as pu découvrir vraiment dans le concret ce que c'est, avoir la relation avec les gens, avoir la relation avec la société, etc. Et te dire, faire un choix qui est conscient, quoi. C'est sûr. En tout cas, par exemple, quand j'ai commencé dans cette reconversion, j'ai commencé par la transaction avec Fixim. Et c'est vrai que heureusement que j'ai fait ce stage de 4 mois, parce que sinon, j'aurais pas su vraiment où me mettre en place. Là, je savais que j'aimais ça, mais que voilà, j'avais encore un petit peu plus d'ambition et que je voulais quand même tenter la promotion immobilière, et j'ai bien fait, puisqu'au final c'est quelque chose qui me plaît et je compte rester dedans pendant un bon moment, je pense là. Ouais. Je pense que la recherche la recherche prend sa fin, ça va. Et ton master, du coup là, il est en totale alternance sur les 2 ans ou? Exactement. Ouais. Donc j'ai été en alternance pour ma licence, en alternance pour la première année de master et la seconde cette année. Donc en plus, c'est des études qui non seulement sont peut-être plus courtes grâce à des dispositifs, et du coup ça te permet aussi quand même de gagner ta vie et de commencer et de poursuivre en fait, parce que des fois ça peut faire peur aussi. On peut se dire je fais des études, du coup il y a plus de salaire, là il y a quelque chose qui arrive, et en plus peut-être que du coup à arriver à un certain niveau, je crois que c'est 25 ans, je crois, il me semble, on a une rémunération qui a augmenté aussi. Exactement, à partir de 25 ans, on est payé 100% du SMIC, voire un petit peu plus, dépend du métier que vous faites. Et ça reste quand même intéressant, je pense. Et puis je pensais pas dire ça, même moi j'avais un peu peur, mais bon, pour vous dire, j'avais des économies et je les ai toujours, parce qu'au final, j'avais fait des économies par rapport à ça. Je me suis dit, je pense pas, ça m'étonnerait. Merde, on change des sponsors. Et parce que j'avais peur, je me suis dit bon là mon salaire va baisser, ma vie sera plus pareille. En plus, comme je vis seule, je paye un loyer, etc. C'est assez délicat. Ouais. C'est des choses qui sont vraiment. Ça fait partie que ça décourage, quoi. En général. Ça décourage généralement, mais bon, je me rends compte que j'étais vraiment motivée, puisqu'au final, ça m'a pas fait peur non plus. Au final, je faisais attention aussi. Faut savoir. On sait qu'on change de vie, donc il faut quand même. Il faut gaffe à ton budget, quoi. Voilà, faut faire attention à ce genre de choses. Et au final, tout roule, quoi, entre guillemets. Ça passe, et j'ai bien fait de faire cette reconversion. J'hésitais au début, mais je regrette pas, en tout cas. Ça, c'est même une belle réussite de ma part. Ok. Merci beaucoup, Salina. Merci. Merci Valentin. À vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast C'est possible. Tu as aimé ce podcast ? On a passé un bon moment tous ensemble. Alors abonne-toi